Vous écoutez un balado de la Fondation canadienne pour l'innovation. Bonjour et bienvenue à 10 000 expérimentations. Ce balado-diffusion traite de travaux scientifiques de pointe et des joies de la découverte. Nous nous sommes inspirés de Thomas Edison, qui aurait dit que toutes ses tentatives n'avaient pas été des échecs, mais 10 000 façons de faire qui n'avaient pas bien fonctionné. Mon nom, c'est Nafissa Ismail. Je suis professeure à l'école de psychologie à la Faculté des sciences sociales à l'Université d'Ottawa et je suis aussi titulaire de la chaire de recherche sur le stress et la santé mentale à l'Université d'Ottawa. En 2019, une personne sur 8 dans le monde présentait un trouble mental, les troubles anxieux et les troubles dépressifs étant les plus courants. Après la pandémie de COVID-19, on estime que la prévalence mondiale de la dépression et de l'anxiété aurait augmenté de 25 à 27%. Lorsque notre bien-être psychologique et émotionnel se dégrade, cela a un coût énorme, non seulement financier sur la société, mais aussi humain, d'un point de vue personnel, familial et social. Ce n'est donc pas étonnant que cet enjeu déclenche l'intérêt de nombreux chercheurs et chercheuses en neurosciences, qui, comme Nafissa Ismail, tentent de comprendre le fonctionnement cérébral et de trouver des traitements efficaces pour vaincre le stress et les troubles mentaux. J'ai toujours eu une passion pour le cerveau, pour la neuroscience avant de commencer à l'université. Mais c'est quand je suis entrée au baccalauréat et dès ma première année, j'ai commencé à faire du bénévolat dans des laboratoires de recherche, notamment un laboratoire de recherche en neurosciences. Et c'est là que ça a été concret dans ma tête que c'est la recherche que je veux poursuivre. Après, c'est sûr que la neuroscience, c'est un domaine qui est très vaste. Mais après, en continuant ma recherche, j'ai découvert que j'avais vraiment un intérêt plus spécifique pour la neuroendocrinologie, qui est la compréhension de l'impact des hormones sur le cerveau. Lorsque l'on étudie les effets des hormones sur le cerveau et le système nerveux, on porte inévitablement son attention sur une période clé sur le plan de la transition hormonale, l'adolescence. Aujourd'hui, mon programme de recherche se concentre vraiment sur essayer de prévenir les troubles de santé mentale qui commencent pendant l'adolescence. On sait aujourd'hui, quand on regarde les données épidémiologiques, que 75% des cas de dépression à l'âge adulte ont débuté pendant l'adolescence. C'est pour ça que de mon côté, avec mon équipe de recherche, avec mes étudiants, on a développé un modèle de souris qui nous permet d'examiner plus les mécanismes fondamentaux. Alors, chez les souris, on va venir collecter un échantillon de sang puis on va mesurer l'hormone de stress qui est le corticostérone qu'on retrouve chez les souris et les rats. C'est l'hormone de stress. C'est l'équivalent du cortisol qu'on va retrouver chez l'humain. On sait en effet qu'à l'adolescence, le cerveau est complètement en train de se réorganiser en préparation pour l'âge adulte. C'est une période de la vie durant laquelle certains circuits neuronaux mûrissent. Cela rend les jeunes adolescents vulnérables et ce qui se passe autour d'eux d'autant plus décisif. Puis c'est pour ça que quand il y a du stress qui arrive pendant cette période critique-là, mais ça crée non seulement une augmentation de l'hormone de stress, mais ça vient aussi activer le système immunitaire, ce qui est quand même un peu mélangeant parce que souvent on a tendance à penser que quand l'axe de stress est actif, ben le système immunitaire est affaibli. Puis c'est ça qu'on veut. Ça, c'est une bonne réponse au stress. Mais ce qu'on voit, c'est que souvent, pendant la puberté ou quand on est exposé à du stress chronique, c'est l'inverse qui va se passer. Alors, au lieu de supprimer le système immunitaire devient plus actif. Et là, on va retrouver de l'inflammation dans le corps, mais aussi de la neuroinflammation dans le cerveau. Et c'est cette neuroinflammation-là qui va venir contrer la maturation des circuits neuronaux dans le cerveau. La neuroinflammation est ce que des chercheuses de l'Université du Québec à Trois-Rivières ont appelé Dr. Jekyll ou Mr. Hyde. Elle se produit lorsque les cellules immunitaires alertent l'organisme d'un danger
dans le système nerveux. Cela permet donc à notre organisme de déclencher une réaction contre l'agresseur. Dans ce cas, une réponse neuro-inflammatoire est une bonne chose, car elle protège le cerveau. Mais il semblerait que le stress puisse induire les cellules immunitaires en erreur. Celles-ci se mettraient alors à attaquer le cerveau au lieu de le protéger. Dans ces conditions, quelle partie de notre corps pourrait réparer les dégâts? Mais ce qu'on voit, c'est que les bactéries qui se trouvent dans notre estomac et dans nos intestins, le microbiote intestinal qu'on appelle, ce microbiote-là joue un rôle important et vient médier les effets du stress sur le cerveau. De sorte que si on est capable de coloniser le microbiote intestinal avec des bactéries qui sont anti-inflammatoires, on est capable de venir contrer les effets du stress sur le cerveau et venir prévenir les troubles de santé mentale à cet âge-là. Puis là, à nos souris, on donne simplement un traitement de 2 semaines. Avec des probiotiques et c'est suffisant pour venir protéger leur flore intestinale et aussi protéger le cerveau des troubles de santé mentale suite à une exposition à un stresseur. Là, on n'est pas rendu au point où on peut dire que, OK, les probiotiques, c'est vraiment ce que ça nous prend. On a encore beaucoup de travaux à faire là-dessus. Ce que la recherche nous démontre, c'est qu'il y a une possibilité de prévenir les troubles de santé mentale pendant la puberté et l'adolescence. Du point de vue de la régulation du stress, c'est donc une chance qu'on puisse influencer le microbiote intestinal tout au long de notre vie. Même si c'est à la naissance que tout se met en place. Saviez-vous que le microbiote vaginal joue un rôle prépondérant dans la constitution du microbiote intestinal du nouveau-né et donc sur le développement futur de son cerveau et de sa santé mentale? Pour comprendre les éventuels facteurs de stress sur les enfants et les adolescents, on doit donc se soucier du microbiote humain dans son ensemble. Un domaine de recherche qu'on vient de commencer dans le laboratoire, c'est d'essayer de comprendre comment chez la femme adulte, l'exposition à du stress ou à des infections, que ce soit de souche bactérienne ou virale, vont venir modifier le microbiote vaginal de la femme. Et comme on le sait, à la naissance du bébé, la colonisation de son microbiote intestinal se fait à travers le microbiote vaginal de la maman quand c'est un accouchement vaginal. Alors, c'est très important parce que c'est ce microbiote-là après qui va venir programmer le développement du cerveau. Alors, si le microbiote vaginal est déjà plein d'inflammation, ben on peut juste comprendre l'impact que ça va avoir sur les bébés à leur naissance, là. Puis on sait que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de femmes qui ont accouché pendant qu'elles avaient le COVID. Fait qu'elles étaient infectées avec le virus. On sait qu'il y a eu un changement dans la flore vaginale et elles ont donné naissance à des bébés que maintenant, on voit beaucoup de troubles neurodéveloppementaux chez ces bébés-là. Alors, aider à comprendre l'impact du stress n'a pas juste un effet sur la génération qu'on étudie, mais c'est important de garder en tête que ça peut être des effets transgénérationnels aussi. Alors, c'est pour ça que c'est important de pouvoir régler tout ça le plus rapidement possible. On réalise aussi qu'en neurosciences, on a passé beaucoup de temps à examiner le cerveau comme étant un organe isolé, oubliant qu'elle fonctionne à l'intérieur d'un corps et que peut-être qu'elle interagit avec les autres organes dans le corps aussi, là. C'est maintenant qu'on commence à regarder le gut-brain axis, l'axe du cerveau du cœur, parce que là, on réalise que oui, OK, tout ça travaille ensemble finalement. Puis je pense que c'est le fait qu'on n'a pas regardé ça plus tôt qui a ralenti nos découvertes dans des traitements efficaces. Mais j'ai espoir que maintenant qu'on commence à prendre une approche plus globale, que ça va nous aider maintenant à développer des traitements qui vont être plus efficaces plus rapidement. De nombreuses personnes avaient vu cette conviction, doublée de ténacité, qui caractérise Nafissa Ismail. Et ces personnes l'ont appuyée.
pour qu'une femme puisse arriver là où elle en est pour progresser sa carrière scientifique, on a besoin d'un réseau de soutien quand même assez important. Puis moi, j'ai été chanceuse d'avoir ce soutien-là, en commençant par mon superviseur de doctorat qui a été vraiment incroyable et instrumental. Je lui dis tout le temps que si c'était pas pour lui, je serais jamais devenue professeure. Alors, il m'a vraiment aidé, m'a soutenu beaucoup, beaucoup. Puis c'est lui qui m'a encouragée à aller faire mon postdoc au Massachusetts. Là, j'ai vraiment adoré travailler avec mon superviseur de postdoc. C'était un superviseur plus senior. Alors, il y avait une expertise, une expérience qui était différente de mon superviseur de doctorat, mais qui se complétait très bien. Il a réussi à m'apprendre à écrire scientifiquement. J'avais beaucoup de difficultés quand j'ai commencé comme étudiante, mais c'est vraiment lui qui, je sais pas, sa façon d'expliquer, je sais pas comment dire, mais on dirait que ça l'a comme décliqué après avec lui. Puis là, ah oui, là, j'ai compris, je suis capable d'écrire. Alors là, après, j'ai eu le poste ici à l'Université d'Ottawa avant comme professeure adjointe. J'ai commencé à bâtir mon équipe de recherche avec des étudiants. Au début, j'avais juste des étudiants au bac, mais c'était des excellents étudiants. J'aurais pas pu demander une meilleure première équipe, là. Ces étudiants-là m'ont vraiment aidé à établir le laboratoire. Au début, quand on commence dans le laboratoire, on n'a pas grand-chose, hein. J'ai aussi eu un soutien incroyable de mes collègues ici à l'école de psychologie et plus spécifiquement dans le secteur de neurosciences. Alors ça aussi, ça m'a aidé à m'intégrer rapidement dans l'environnement à l'Université d'Ottawa. J'aurais pas pu demander un milieu plus collaboratif que celui-ci. C'est vraiment mes collègues, ils m'ont guidée dans la rédaction des demandes de subventions. Ça, c'est quelque chose qu'on sait pas du tout quand on commence comme professeur. On n'a pas d'entraînement du tout, là. Il y a beaucoup de particularités. Fait qu'ils prenaient le temps de lire mes demandes, de donner du feedback, d'aider. Puis c'est vraiment grâce à eux que j'ai réussi à avoir mes premières demandes de subvention. Puis aussi, à guider, hein, quand on commence comme professeur, il y a tellement de choses qu'on doit faire en même temps. Puis le temps est très limité. Dans mon cas aussi, j'avais un bébé de 1 mois quand j'ai commencé mon poste. C'était beaucoup de choses à gérer en même temps. Puis mes collègues sont venus à ma rescousse puis ils disaient, là, pour l'instant, pour le premier mois, tu vas te concentrer sur ça. Puis là, on va se concentrer sur ça. Et là, on va se concentrer sur ça. Puis d'avoir ces priorités-là, on dirait que ça m'a aidé à devenir plus productive sans me sentir trop envahie par toutes les tâches qui se présentaient en même temps. Alors, je suis très reconnaissante de leur soutien. Nafissa Ismail est également très reconnaissante à ses parents, eux qui ont immigré de la République démocratique du Congo au Canada en 1974 et n'ont jamais eu l'opportunité d'aller à l'université, car ils devaient en priorité subvenir aux besoins de leur famille. Malgré tout, ils estimaient que recevoir une bonne éducation était le passage obligé pour leurs enfants. Et ils ont tout fait pour. Je suis aussi très reconnaissante de ma famille. Quand on était très jeunes, moi, mon frère, ma sœur, là, mes parents nous disaient tout le temps, l'éducation, c'est important, là, concentrez-vous, travaillez fort. Alors, c'est quelque chose qui nous ont poussé beaucoup, puis c'est grâce à eux que j'ai continué les études. Puis bien sûr, mon mari, parce que quand j'ai commencé mon poste ici, avec notre bébé de 1 mois, c'est lui qui, en quelque sorte, pris un peu un backstage, puis dire, bon, ben moi, je vais travailler de la maison. Il a décidé ça pour qu'on ait un peu plus de flexibilité pour notre fille, puis que moi, je puisse être plus présente sur le campus dans mes travaux. Ça prend ce soutien, hein, c'est important. Puis je pense que en tant que femme, on a besoin de ce réseau-là, surtout dans le milieu scientifique parce que c'est tellement compétitif. On sait que la pandémie a eu un gros impact sur les carrières des femmes en sciences. Elles avaient non seulement leur travail, leur recherche, leurs projets à gérer, mais elles avaient aussi les enfants à la maison, avec l'école à la maison, les gens malades à la maison. Puis toutes ces responsabilités-là, qu'on le veuille ou non, même au Canada, ont tendance à retomber sur la femme.
Puis beaucoup de femmes, pendant la pandémie, ont décidé de laisser tomber les sciences, de laisser tomber leur poste. Puis malheureusement, on n'en parle pas assez. On n'a pas pu faire grand-chose pour soutenir ces femmes-là puis soutenir leur carrière scientifique. Alors, c'est une réalité qui a besoin d'être soulignée puis qu'on a besoin de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut développer ce réseau collaboratif, ce réseau de soutien qui va aider nos femmes et nos filles à progresser dans le domaine des sciences puis à les encourager à poursuivre une carrière scientifique? Au-delà de ces aspirations à plus d'équité, quel serait le rêve de Nafissa Ismail? Ben, mon rêve, ce serait vraiment qu'on progresse vers une médecine beaucoup plus précise que qu'est-ce qu'on a en ce moment. On réalise que même au niveau des médicaments efficaces qu'on a, plusieurs ont des effets secondaires. Certaines personnes vont développer des effets secondaires à ces médicaments-là, puis d'autres non. Alors, j'aimerais beaucoup qu'on puisse prédire en quelque sorte la probabilité qu'une personne va démontrer certains effets secondaires suite à une médication comparativement à une autre médication. J'aimerais qu'on puisse, par exemple, prendre un patient, regarder le profil de son microbiote, puis dire, bon, d'après ton profil, ce traitement-là va être plus efficace et va mener à moins d'effets secondaires que cet autre traitement qui est également disponible. Même chose pour les femmes aussi, leur dire, bon, en regardant ton microbiote, si tu prends cette formule de contraceptifs oraux, tu as plus de chances de développer de la dépression. Mais prends cela à la place, puis ça va aller beaucoup mieux, puis ça va être mieux pour ta santé mentale aussi, puis pour ton cerveau. Alors, c'est de se dire qu'on n'est plus dans ce monde où c'est one size fit all ou one medication fits all. On a vraiment besoin de passer au-delà de cette façon de penser puis de se dire, ben, regardons la personne puis tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle avant de lui prescrire un médicament au lieu de prescrire puis après de regarder, ben, qu'est-ce qui se passe là, est-ce qu'on ajuste ou pas, est-ce qu'on change ou pas. C'est ce que j'aimerais voir éventuellement. Puis au niveau de ma recherche plus précisément, j'aimerais tellement qu'on se rende à un niveau où on est capable de vraiment prévenir les troubles de santé mentale pendant la puberté et l'adolescence. On voit que quand nos jeunes développent des troubles de santé mentale, ça a un impact significatif sur leur qualité de vie, sur leur habilité de socialiser, sur leur performance académique. Alors si on arriverait à prévenir tout ça très tôt dans le développement, on améliorerait vraiment leur qualité de vie. L'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, a écrit dans son livre « Devenir » « On peut vivre dans le monde tel qu'il est, mais cela n'empêche pas de tout faire pour créer le monde tel qu'il devrait être. C'est ce que font les chercheurs et les chercheuses. Sans la science, avec un grand S donc, point de salut. Mais, du point de vue personnel et individuel, et ce malgré tous les impondérables auxquels chacun doit faire face, que pouvons-nous faire? C'est sûr que ce qui se passe autour, les autres, l'environnement, c'est des choses qui sont hors de notre contrôle, puis on peut pas changer grand-chose à ça. Sauf qu'en tant que personne, en tant que jeune, on peut essayer de développer une certaine résilience parce que ce qu'on voit, c'est que un facteur qui est perçu comme un stresseur à une personne va pas nécessairement être perçu comme un stresseur pour une autre personne. Fait que c'est vraiment aussi comment nous, on interprète cette situation-là. Puis c'est sûr que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de notre génétique, ça dépend de nos expériences antérieures, de notre personnalité, etc. Alors, il y a beaucoup qui vient jouer en compte, bien sûr, dans tout ça. C'est difficile à faire, mais parfois ça l'aide d'essayer de trouver un petit positif dans ce contexte qui nous semble très stressant. Puis des fois, quand on est capable de changer un peu notre interprétation, mais on voit que ça l'aide à diminuer le stress, à gérer la situation et aussi à développer une certaine résilience. J'aime pas beaucoup quand j'utilise ce mot résilience-là parce que j'ai l'impression que je dis que certaines personnes sont résilientes puis d'autres non. Mais dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que il y a certains mécanismes qu'on peut mettre en place qui vont nous aider à mieux gérer la situation de stress.
Puis, c'est aussi important de ne pas percevoir tout facteur de stress comme étant négatif, parce qu'il y a certains facteurs de stress qui sont très importants, puis on en a besoin. C'est important parce que ça nous permet de nous concentrer, de mettre de la priorité sur certaines tâches, certaines activités, puis de progresser dans la vie comme ça. Pour éviter le stress chronique causé notamment par les relations toxiques, l'intimidation, les abus, la violence psychologique, il existe en effet certaines techniques que l'on peut apprendre à mettre en place. Nafissa Ismail donne d'ailleurs des conférences publiques pour partager certains outils qui sont connus pour aider à gérer le stress, tant chez les jeunes que chez les adultes. Et sur le plan personnel, quels sont les outils qu'elle-même utilise au quotidien? Moi, je dirais que c'est ma passion pour ma recherche qui, dans un sens, me déstresse. Mais ce que je dois me rappeler, c'est de dormir à une heure plus adéquate parce que j'ai tendance à travailler des très longues heures, même le soir. Puis après, je me réveille fatiguée le matin, puis là, la fatigue s'accumule au courant de la semaine. Fait que c'est de se dire aussi que quand on dort, c'est pas nécessairement un retard qu'on prend sur notre travail, mais plutôt un bénéfice pour notre santé, puis éventuellement notre productivité aussi, parce que plus on est reposé, plus on arrive à mieux réfléchir aussi, là. Alors, ça, c'est un aspect sur lequel j'ai besoin de travailler. C'est important d'avoir une bonne routine avant le dodo, là, pour mieux se préparer au sommeil, mieux préparer notre cerveau au sommeil pour dire que, bon, là, on dort. Alors, on arrête de réfléchir un petit peu. On peut trouver cela rassurant qu'une professeure à l'école de psychologie puisse avoir tendance, elle aussi, à faire de la rumination mentale. Donc, la recette gagnante pour une bonne santé mentale, ce serait un réseau de personnes alliées qui veulent notre bien, une profession passionnante et beaucoup de sommeil? Oui, c'est ça. Puis chaque personne est différente. Alors, de faire ce qu'on aime aussi, hein. C'est important d'avoir ce petit moment-là à tous les jours, que ce soit à 30-45 minutes, qu'on va venir vraiment se calmer, se déconnecter un peu de ce qui se passe. Bien qu'il n'existe pas de solution qui fonctionne pour tout le monde, comme elle l'a dit, on peut suivre ses bons conseils. Souhaitons par ailleurs à Nafissa Ismail qu'elle demeure portée par sa bienveillance, son dévouement et sa passion pour la recherche, afin qu'elle concrétise l'atteinte de son objectif le plus cher: soulager le plus grand nombre de personnes qui souffrent de stress et de troubles mentaux. Vous avez écouté un balado produit par la Fondation canadienne pour l'innovation. La FCI est un organisme à but non lucratif qui verse des fonds aux universités, collèges, hôpitaux de recherche et établissements de recherche à but non lucratif du Canada pour qu'ils investissent dans l'infrastructure de recherche. Si vous voulez en savoir plus, consultez notre site web innovation.ca. Je m'appelle Émilie Delattre. Merci d'avoir été à l'écoute. À tout bientôt.